En période de stress aigu, le farniente amplifie l'état d'anxiété. Plus vos mains seront occupées, plus la tension va baisser et plus l'esprit va se libérer. L'ALIA au temps du corona, nous en avons parlé quelques fois, mais nous avons parfois un peu de mal à prendre du recul, à réfléchir sur les conséquences d'une ALIA, une époque tout à fait charnière, particulière dans nos vies. Alors pour en parler, nous avons décidé de donner la parole à Milka Adré, qui est psychologue au sein de Cave la Noire, mais qui a un background de chercheuse, évidemment, puisqu'elle est spécialiste de l'immigration. Elle a fait de la recherche en ethno-psychiatrie au sein du service du professeur Toby Nathan. Donc, ce sont des problématiques qui lui parlent forcément et qui l'intéressent au plus haut point. Donc, on a décidé d'en profiter, évidemment. Milka Adré est avec nous. Bonjour Milka. Bonjour, merci Cathy. De rien, on est ravis de vous accueillir parce que vous avez donné, on va dire, une conférence commandée par la mairie de Jérusalem pour venir en aide, ou en tout cas pour essayer d'avoir un petit peu de recul et pour essayer d'expliquer ce que les nouveaux immigrants fraîchement arrivés en Israël allaient traversée, mais il se fait qu'en fait, ce sont plutôt des professionnels de la santé qui se sont connectés par Zoom à cette conférence, et on s'est dit que ce serait vraiment dommage de ne pas profiter de tout ce que vous avez, raconté lors de cette conférence. Il y a beaucoup d'Olim Hadashim qui n'étaient peut-être pas au courant, d'autres Olim Hadashim qui ne sont peut-être pas à Jérusalem mais dans d'autres villes d'Israël, donc on va en profiter aujourd'hui avec vous. Alors, on commence peut-être par un état de la recherche concernant ce qui se passe au niveau du corona. Oui. Bon, alors comme vous le disiez, Cathy, ça fait longtemps que je réfléchis sur les questions de la migration, sur le fait de changer de langue, de pays et d'habitude. Mais là, c'est très particulier ce qui est en train de se passer en ce moment. Le bidoud, suivi d'un confinement généralisé, la pandémie mondiale de corona, les changements successifs de gouvernement. On se dirige peut-être vers une 4e élection. On a passé les fêtes de Tishri confinées et même les Israéliens ne s'y trouvent plus. Et l'idée de cette conférence, c'était d'essayer, dans ce tourbillon d'événements inédits, de réfléchir à ce qui nous arrive. Alors, je vais vous livrer quelques réflexions et je vais essayer de commencer par l'état de la recherche. J'ai tenté d'explorer ce qui se passe lorsqu'on est confronté à une épidémie, à l'isolement, et qui plus est au moment de son arrivée en Israël. Alors, je vais vous proposer de m'accompagner patiemment parce que je vais d'abord faire la démonstration que nous traversons une catastrophe et puis que malgré le fait que nous devrions être complètement atterrés, il est possible de continuer à fonctionner. Et si vous avez la patience de me suivre, on pourra voir ensemble comment. Pour reprendre alors sur l'état de la recherche, les recherches en psychologie se posent la question des conséquences de la pandémie. Cette épidémie nous confronte d'abord à une menace de contagion, aussi à une menace de maladie, et potentiellement à une menace de mort. Elle nous confine, nous oblige à modifier drastiquement notre quotidien, nous confronte à une forme de chaos économique, et ce genre d'événement génère une forte charge émotionnelle difficile à contrôler, qui a toujours des répercussions psychologiques et physiques. Alors, les recherches européennes et anglo-saxonnes, malgré le peu de distance, et c'est là que ça pose problème, elles se rejoignent toutes sur quelques points. On a pu constater une augmentation de la violence intrafamiliale, une augmentation des pathologies. Ceux qui étaient malades le sont un peu plus ou à nouveau. Ceux qui ne l'étaient pas commencent à l'être. Et l'apparition d'une forme aiguë de stress aux conséquences lourdes sur le sommeil, l'alimentation, le développement, avec beaucoup d'agressivité, des préoccupations permanentes concernant l'avenir. Et ce qui est intéressant, c'est que ces études concluent généralement en précisant les réactions dépendent de nombreux facteurs, tels que notre exposition face à l'épidémie, le soutien de notre entourage, notre santé physique, notre âge et nos expériences antérieures d'événements stressants. Et oui, vous avez bien entendu Cathy, il s'agit de comprendre que nos expériences antérieures d'événements stressants sont un facteur aggravant face à la réaction de l'épidémie. Et c'est là que le facteur ALIA intervient parce que, bien évidemment, l'ALIA, comme vous l'avez déjà peut-être constaté, c'est une chance extraordinaire, mais c'est aussi une épreuve violente. Quitter un monde pour s'installer dans un autre est toujours difficile et nous sommes donc dans une position d'exposition au stress au carré, je dirais. Et je vais essayer de réfléchir avec vous à ce qui est stressant. Qu'est-ce qui est stressant dans cette situation ?
Je partirai d'un concept dont vous avez certainement tous entendu parler, parce que ça a été repris et répété très souvent dans la presse, qui est le concept d'imprédictibilité. Le fait que le monde devienne imprévisible. Alors, vous me dites si vous ne suivez pas. Oui, on suit. On est tous dans l'expectative. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas quand, pour être très terre à terre, les enfants vont rentrer à l'école. On ne sait pas si on va avoir du travail demain, si on va pouvoir faire ses courses à la fin du mois. Bref, tout est en point d'interrogation. C'est dur. Et c'est ce qui nous angoisse et nous tient en haleine permanente face à la menace du Covid-19, c'est d'être confronté à un monde imprévisible. C'est-à-dire pas seulement à la menace de la maladie elle-même, mais au fait de ne pas savoir de quoi sera fait le lendemain. Or, lorsqu'on évolue dans un milieu inconnu, on développe une forme d'hypervigilance pour faire face à une situation qui pourrait potentiellement s'avérer dangereuse et qui, de fait, l'est devenue pour les personnes touchées par l'épidémie ou pour les familles économiquement exposées. Nos organismes sont donc en hyper-fonctionnement, essayant d'élaborer une solution à cette situation potentiellement dangereuse. Nuit et jour, on cherche. Et donc, c'est une forme d'hyper-éveil durant lequel on est à l'affût du moindre signal d'information, de solution. Et c'est extrêmement fatigant d'être en permanence aux aguets. Alors, c'est fatigant. Hyper-vigilance, oui. Ouais, c'est fatigant, on comprend, mais on va revenir juste sur l'ALIA, parce que qu'on soit je sais pas moi, à Buenos Aires, à Paris ou en Israël, l'inconnu est la même. Donc, on comprend que des gens aient envie justement de changer de vie et de venir finalement faire leur ALIA en se disant, on n'a plus rien à perdre puisque le futur est en point d'explosion. Voilà. Ben oui, forcément. On va en discuter. Mais vous remarquerez que pris sous cet angle-là, c'est-à-dire l'angle de l'imprévisibilité, du monde inconnu, pris sous cet angle-là, le corona vient démultiplier une posture qui est déjà celle engendrée par l'ALIA, c'est-à-dire être confronté à un monde étranger auquel nous n'étions pas ou peu préparés, un monde imprédictible. Donc l'effet psychologique est donc multiplié par l'ALIA en période de corona. Le monde est inconnu, imprévisible, mais doublement inconnu et imprévisible. Et amplifiant cette nécessité d'hypervigilance, rendant nos nuits interminables, on veut anticiper, trouver des solutions. Alors, le premier écueil, donc, dans notre situation, c'est l'hypervigilance. Je vais essayer d'être très technique. La question que je vais me poser, c'est comment y répondre à cette hypervigilance ? Comment faire en sorte de mettre nos esprits au repos ? Et comment faire ? Puisque, de toute façon, ça tourne tout seul, d'une certaine façon. C'est juste le fait d'être mis, que nos organismes soient plongés dans une situation d'imprévisibilité qui fait qu'on se met automatiquement en mode d'hypervigilance. Eh bien, c'est là que se trouve le paradoxe. Ce n'est pas en arrêtant de réfléchir qu'on va se reposer, mais en occupant activement nos esprits à autre chose. En gros, en période de stress aigu, le farniente amplifie l'état d'anxiété. Alors, là, je vous propose, c'est chacun sa technique. Ça va être du sport, de la pâtisserie, regarder un film drôle, jouer ou écouter de la musique, étudier la Torah, plonger dans un nouveau projet de travail, trier les photos. Mais il y a un fait très étrange qu'on ne sait pas expliquer, mais c'est que plus vos mains seront occupées, plus la tension va baisser et plus l'esprit va se libérer. Par exemple, avec des jeunes enfants, vous l'avez remarqué, quand des enfants sont très excités ou énervés, les faire jouer avec de la pâte à pain, tout d'un coup, on sent que hop, tout le niveau d'excitation diminue d'un coup, ou avec un ballon, toujours avec un objet dans les mains. Et ben, là, je vous invite à faire pareil, c'est-à-dire penser à des activités, qu'elles soient manuelles, physiques ou intellectuelles, elles sont toutes bienvenues, mais essayez de vous occuper à une activité qui va vous permettre de décrocher des préoccupations permanentes et constantes auxquelles nous sommes tous soumis. Mm-hmm. Pour bien faire aussi, je vous invite à maintenir une bonne posture du dos. On constate actuellement une augmentation en flèche des pathologies lombaires. Je vais me redresser alors. Ouais. En même temps que je vous le dis, je le fais aussi. Mais c'est quelque chose qu'on a aussi noté, c'est qu'il y a une grande augmentation des pathologies lombaires. Et aussi, tout simplement, pensons aussi à respirer. Une des conséquences majeures du stress étant le manque d'oxygénation. Il faut penser à respirer profondément et souvent. Même les enfants doivent prendre de grandes respirations régulièrement, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche 4 ou 5 fois, comme ça d'affilée, et il faut le faire régulièrement, plusieurs fois dans la journée. Donc, retenez que contre cette hypervigilance engendrée par l'exposition à une situation imprévisible et dangereuse, il faut se fixer des activités qui permettent de déconnecter, s'obliger à voir des films drôles, faire écouter des histoires aux enfants, plutôt que de les laisser d'ailleurs sur les écrans.
je vous conseille les histoires préenregistrées. Ça a beaucoup d'effets très apaisants sur les enfants. Mais surtout, il faut penser à instaurer une routine. Et maintenant, on va aborder, si vous le voulez bien, l'importance des rituels. Avec les fêtes de Tishri, on a presque par moments oublié qu'on était confinés, dont on était porté par les fêtes, c'est dire leur force. Et les mamans le savent déjà, les pédiatres l'ont répété 100 fois, à quel point les rituels et la routine sont bénéfiques aux enfants. Mais dans une situation de surexposition à la nouveauté, et ça c'est valable pour les enfants comme pour les parents, c'est l'instauration de rituels qui va sauver notre santé. Et dans notre cas, doublement. Il y a cette sensation propre à l'Alia, en fait. Vous devez vous en souvenir, Cathy. Cette sensation d'étrangeté. Mais oui, quand on arrive, on est complètement, on n'a plus de repères, forcément, on ne sait pas, on n'a plus de rituel, justement. Alors là, pour le coup, il faut les réinventer. Vous vous souvenez de cette sensation très, très étrange, très, très précise, de se sentir étranger à un lieu, à une langue, à des codes. Et on ne réfléchit pas assez à ce qui nous permet de basculer d'un ressenti d'étrangeté à celui de familiarité avec un endroit. C'est assez complexe. Par exemple, on peut se poser la question de combien de temps faut-il pour que le monde autour de nous paraisse familier. Et c'est une question centrale dans notre situation. Combien de fois va-t-il falloir passer ou emprunter un chemin pour qu'il nous semble familier? Alors là, je vous invite, et surtout les Olim Pradashim, se promener autour de notre nouvelle maison avec les enfants tous les jours, au même moment, s'asseoir sur un banc, manger une petite glace, y retrouver les nouveaux copains, pas plus de 10, on s'entend bien. Eh bien, ce petit rituel qui permet aux enfants de se construire une sensation de familiarité avec l'endroit fera certainement plus que n'importe quelle psychothérapie pour son équilibre psychique et pour le nôtre aussi. Donc l'endroit finit par lui appartenir. C'est ça, on comprend qu'on a besoin de faire partie du cadre et de s'approprier le cadre. C'est la répétition. C'est le fait de la répétition à des moments fixes qui fait qu'au bout d'un moment, on se sent chez soi, même si on est dehors. Voilà, et même si on est en bidou, pour le coup, on pense à ceux qui viennent d'arriver, qui non seulement font l'Alia, mais qui sont enfermés, quoi, qui ne peuvent pas sortir. Donc même c'est comme ça que je vous invite à vous approprier l'endroit, la terre. C'est-à-dire, même si c'est pour faire le tour du pâté de maison, sortir avec les enfants à un moment régulier, en le leur annonçant, de telle heure à telle heure, on prend notre petite glace, on va s'installer sur le banc, et on reste un moment à discuter, on refait le tour, on passe au Gan Kehilati et on revient. Mais faire ça de façon régulière jusqu'à ce que l'enfant se soit complètement approprié le lieu et s'y sente... chez lui, faire partie intégrante de ce lieu. Oui, partie intégrante, il n'y a plus rien qui l'effraie ou qui va... ça devient familier. Vraiment, ça passe par la répétition. Et après, une fois que le bidoute sera recommencé, d'ailleurs, je vous invite à vous approprier la terre de cette façon, en passant d'un pique-nique de la plage à Palmarim qu'on ferait toutes les semaines avec les cousins, en escalade des sources d'Aïn-Gedi à la mer Morte, mais jusqu'à ce qu'on passe de l'étrangeté de la première fois à la familiarité, par la répétition, revenir au même endroit et y faire les mêmes activités. Et pour l'instant, nous pouvons installer ces routines en famille autour de chez nous, en sortant faire une marche ou du sport aux mêmes heures de façon régulière. Les rituels, comme nous sommes juifs, ça tombe bien, ça nous connaît. On a dit d'ailleurs très souvent que le Shabbat a plus gardé les juifs que ce que les juifs ont gardé le Shabbat. Et oui, goûter les mêmes saveurs, nous couper du monde extérieur, son téléphone portable, plonger dans la douceur d'être ensemble autour de chants et de mets, prier. Ça, c'est un rituel véritable parce qu'il est indépendant de nous. Son existence est indépendante de notre volonté. C'est-à-dire que ça rentre, il y a des plats qui sont consacrés, il y a des odeurs qui se retrouvent. C'est une atmosphère et ça, dans ces moments-là, c'est ce qu'il y a de plus restructurant, on va dire. Un autre point qui me semble primordial pour apaiser la violence du déracinement, ça va être d'installer de la continuité là où il y a de la rupture. Continuité avec le monde dont on provient. Celui qui ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va. Vous connaissez l'adage. Eh bien, c'est aussi vrai pour nos enfants. Racontez-leur le monde qui était le vôtre, celui de vos grands-parents. Faites des albums de famille. Regardez-les se plonger dans les photos, les enfants. En fait, ils ne plongent pas dans leur passé, ils plongent dans leur avenir quand ils font ça. Racontez les départs d'Algérie, du Maroc, de Pologne, l'installation en France, comment vos parents et vos grands-parents se sont rencontrés, comment ils se sont mariés.
Donc peut-être, ça peut être un temps, justement, ce que vous êtes en train de dire. D'abord, c'est très touchant, mais on se rend compte que voilà, ceux qui arrivent et qui sont enfermés en famille, ça peut être le moment peut-être d'ouvrir ces livres familiaux et de raconter tout simplement. Oui. Surtout qu'en ce moment, avec les téléphones portables, on n'a plus du tout le temps de faire des albums et on est dépassé. Si vous arrivez à prendre le temps de construire un album avec eux, ne serait-ce que pour raconter Lalia même, qui était au départ, les photos prises à l'aéroport, et de mettre ça à plat pour qu'ils puissent comprendre que c'était un événement de passage et arriver à faire des albums d'avant, et ça va leur permettre de se projeter plus loin. Parce que ça va vous sembler étrange, mais toute immigration comporte comme une notice non écrite, mais tout à fait perceptible pour le nouvel immigrant: oublie le monde dont tu viens et plonge-toi dans le mien. Quand on arrive comme ça et qu'on se déracine pour repartir à zéro presque, dans un nouveau monde, les enfants le sentent bien, il y a comme ça une invitation qui est non dite, mais qui est très forte. Oublie le monde dont tu viens. Alors c'est pour ça que parfois certains enfants souffrent du fait que leurs parents ne plongent pas dans le monde israélien et restent avec des journaux français. C'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Mais là, je suis en train d'appuyer sur quelque chose. Cette invitation, elle est séduisante de tout oublier pour basculer dans un monde nouveau. Mais ne vous trompez pas, elle est extrêmement toxique. La continuité, elle doit aussi se faire par rapport à la langue. N'oubliez pas, le risque pour vos enfants, ce n'est pas de ne pas apprendre l'hébreu. Ils le parleront mieux que vous et que moi. Le risque réel, c'est de ne plus parler le français. Et de nombreuses études montrent que le niveau de précision dans la langue qu'ils vont acquérir dépend du niveau atteint dans la langue maternelle. Par exemple, s'ils connaissent le mot nuance en français, ils vont aller le chercher en hébreu. Donc, parler français en évitant de mélanger les deux langues, surtout. Essayez de ne pas faire de franc-breu. Et en gardant un bon niveau de langue. Ça leur... Ne mélangez pas les langues. Ne mélangez pas les langues. Pas de franc-breu. Et c'est une véritable discipline parce que rapidement, les enfants vont répondre en hébreu quand vous les questionnerez en français. Mais si vous faites l'effort de reprendre la phrase en français, ils finiront parfaitement polyglottes. Et c'est un atout d'avoir plusieurs langues. C'est un véritable atout, surtout de parler de sa langue maternelle. Alors, pour revenir à ce que vous disiez, oui, les enfants, ils aiment quand c'est normal. Ils n'aiment pas les accents, ils n'aiment pas sentir être différents. Donc, ils vont avoir ce mouvement de recul en disant: ah, mais maman, on parle pas hébreu, avec ton accent français, on voit bien que tu parles pas l'hébreu comme tout le monde. Ouais. Et ils ont ce côté un peu. Mais bon, en Israël, il y a beaucoup de nouveaux immigrants. Je veux dire, les immigrants russes parlent avec un accent russe, les immigrants yéménites parlent avec un accent yéménite, les immigrants américains, on connaît les accents. Donc il y a un moment où il faut arriver à passer par-dessus, accepter d'où on vient, être complètement entier avec ça et en rire. Oui, mon fils, on vient de France, on a un accent français. Et sentir que nous, on n'est pas pris dans cette honte de ne pas être au moule, qu'on est, nous, en harmonie avec l'endroit d'où on vient. Un des enjeux... Ouais. Cathy, non, je voulais qu'on revienne justement à cette difficulté, cette double difficulté, Lalia, au temps du corona. Alors, on a parlé bien sûr de l'incertitude du lendemain. Vous nous avez donné des pistes concrètes pour essayer de maîtriser notre anxiété, pour essayer d'apaiser un peu les choses dans le cadre familial. Est-ce qu'il y a d'autres pistes concrètes ? Est-ce qu'on peut les aborder pour donner des trucs à ceux qui nous écoutent, tout simplement ? Oui, alors c'est un peu étrange, mais on va devoir devenir des formes de super-héros en fait en arrivant là, parce que les enfants sont des éponges face au stress des parents, les nourrissons en particulier, mais les ados aussi. Alors nous, les premiers, supportons les effets délétères du stress sur notre santé, et donc on va devoir apprendre à agir de sang-froid, à devenir des agents résistants, avec une résistance absolue à l'énervement. Alors, vous connaissez le scénario en Israël. Vous vous levez, vous avez un rendez-vous de boulot ultra important sur Zoom, plus de connexion Internet, impossible d'avoir le fournisseur au téléphone après 20 minutes d'attente en ligne, personne qui répond. Et puis, tout d'un coup, le petit tombe du lit.
Et puis au moment de partir à Terem, la voiture ne marche plus alors qu'elle revient du garage. Vous connaissez, Cathy? Oui. On est tous passés par ces enchaînements. Et malheureusement, c'est une réalité locale. Les épreuves sont intenses et rapprochées dans le temps en Israël. On n'a pas le temps de se plaindre qu'on en affronte déjà une autre. Et c'est à ce moment-là précis qu'il faut se transformer en James Bond, c'est-à-dire agir de sang-froid, sans colère, sans culpabilité, et pour notre santé et celle de nos proches. Alors, la colère et la culpabilité, ce sont nos deux ennemis principaux, en fait. Ce sont nos deux ennemis principaux. La culpabilité, on va dire que c'est un luxe qu'on ne peut pas s'offrir, parce qu'elle va nous empêcher d'inventer. Quant à la colère, elle va brouiller encore plus les cartes en ajoutant de la nocivité à la nocivité. Alors, ne sous-estimez jamais l'ennemi. Il faut parfois du temps et de l'ingéniosité pour reprendre ses appuis quand on est comme ça confronté à une réalité aussi difficile et différente. Et puis à autant d'épreuves. Donc on est forcé d'apprendre à se connaître d'une certaine façon. Vous avez remarqué peut-être que les Israéliens, lorsqu'ils sont en colère, ils ont des expressions étranges, comme inversées parfois. Je me souviens d'une fois, je voyais deux Israéliens qui se disputaient dans la rue, et puis l'un d'eux, au moment d'en venir aux mains, il a tourné les talons et il a crié à l'autre « Tiye Barry ». Sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Ouais, sois en bonne santé. Mais alors c'est intéressant. Alors c'est drôle parce que en fait, au bout d'un moment, on comprend que quand un Israélien vous souhaite soit en bonne santé, c'est parce que franchement, il va plus jamais vous parler de sa vie. Mais c'est comme s'il transformait la force de la colère et qu'au lieu de l'insulter, il le bénissait. Et c'est à ça que je vous invite. C'est un véritable exercice. Hein. C'est très difficile, mais au moment où on sent qu'on bascule dans l'énervement, où on sent qu'on est débordé, attraper cet élan-là, au moment où vraiment vous aviez envie de lui mettre une claque à celui qui vous est rentré dedans en voiture et qui vous dit que c'est lui, c'est toi qui lui est rentré dedans, et ben vous lui criez « Tiye Barry ». C'est-à-dire vous inversez le truc, quoi. C'est très difficile à faire, mais en fait, c'est des choses comme ça, c'est de l'ingéniosité où il faut arriver à retourner le moment cette énergie comme ça qui nous dépasse et la retourner pour qu'elle vous soit bénéfique, tout simplement, en fait. Bien sûr. Bénéfique, ouais. Vous la retournez. Ça, c'est compliqué. Hein. C'est un véritable exercice. Ceux qui arrivent, c'est qu'ils sont vraiment déjà passés dans une autre catégorie. Mais il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne. Les moments de crise sont favorables au passage à l'acte. Vous en avez parlé au début. Il y a beaucoup de gens qui sont venus comme ça, comme une réponse en Israël. C'est des moments où on a envie qui sont favorables au changement de direction. C'est difficile à obtenir généralement d'ailleurs. Hein. Bien dirigé, ça peut être l'occasion de modifications profitables. Mais malheureusement, ce ne sont souvent qu'une amplification du désordre. Nombreux sont les couples en ce moment qui consultent pour divorcer suite au confinement et qui ne sont malheureusement pas toujours ceux qui auraient eu besoin de le faire, qui le décident. Donc c'est un temps favorable au passage à l'acte parce qu'il faut faire quelque chose. Quand on se sent en danger, il faut agir. Et c'est là que je vous invite à être très vigilant. Si c'est pour construire ou créer du lien, allez-y, foncez. Si c'est pour détruire ou favoriser l'isolement, la rupture de lien, je vous invite à attendre un peu avant de prendre la décision. De venir en Israël. De venir en Israël ou de changer de boulot ou de divorcer ou de vendre la maison pour en habiter une autre. C'est-à-dire qu'il y a une pulsion comme ça au moment où on se sent en danger, de dire il faut faire quelque chose. Alors, si c'est quelque chose dont on est certain que ça va être, s'il s'agit de repeindre la maison ou s'il s'agit d'écrire un livre, allez-y, foncez. S'il s'agit de détruire des liens déjà existants, attendez que la crise soit passée. Le faire avec la tête froide. Oui, parce qu'on est dans un moment où finalement on s'appartient peu. Il y a quelque chose comme ça qui nous dépasse et qui nous pousse à agir. Et si c'est... si c'est, comme je vous le dis, pour créer du lien, oui, foncez. Si c'est pour quelque chose de nouveau, si c'est pour détruire ou si c'est quelque chose qui amène à plus d'isolement, évitez de le faire. Bon, en tout cas, Milka, évidemment, on pourrait parler très longtemps encore avec vous. Malheureusement, le temps qui nous est imparti va bientôt s'arrêter. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait conclure ? Voilà, des choses concrètes peut-être encore. En tant qu'Olympe de France, nous sommes exposés à une forme amplifiée de la crise.
séparés d'avec les membres de notre famille restés en France, souvent dans une méconnaissance des institutions du pays, au front de bataille dont on ne mesure pas les enjeux, l'armée, l'école, les découpages religieux, le bitoire léonie, tout ça sont autant de mondes à part entière dont il faut comprendre les logiques, le langage, les codes, et qui sont parfois opaques aux Israéliens eux-mêmes. Alors comment faire face? Si on suit la logique de surexposition à la nouveauté, on comprend que le retour vers des choses connues soigne. Favoriser les formes d'aller-retour entre exposition à la nouveauté et repli vers le connu, le familier, la sensation de sécurité. Les routines qui sont des formes de prévention et de soins en quelque sorte. Concernant la langue, il est tout aussi nécessaire d'apprendre l'hébreu qu'il est nécessaire de continuer à parler sa langue maternelle. Selon cette même logique, on comprend pourquoi aussi il est plus difficile de sortir du confinement que d'y entrer. Le repli sur la cellule familiale constitue une forme d'apaisement, de réponse à l'anxiété. Au niveau macro, il existe plusieurs moyens d'agir. Plusieurs pays européens ont mis en place des centres de gestion du Covid afin de créer un maximum d'opportunités de se réunir et d'agir ensemble. On peut le faire en ligne, comme on est en train de le faire, Cathy. Rester actif, ne pas rester en position de subir. Miser sur le bénévolat pour rester en mouvement et aider les autres. Pendant les périodes d'inactivité prolongée, le bénévolat se révèle être un véritable médicament contre la nocivité de l'oisiveté prolongée, en particulier pour les adolescents. Au niveau individuel maintenant, pour chacun d'entre nous, ne pas sous-estimer l'effet cumulatif du stress. Parfois, c'est un événement sans grande importance qui fait basculer une personne, qui provoque une incapacité totale à pouvoir se concentrer. C'est un signal d'alerte. Lorsqu'on n'arrive plus à fonctionner, il est nécessaire de consulter. La honte, la peur ou la confusion nous empêchent souvent de le faire et c'est souvent un proche bienveillant qui sera à l'origine de la prise en charge. Il nous faut devenir les garants les uns des autres et ne pas hésiter à intervenir lorsque le cas se présente avant l'enlisement. Reconsidérons les choses qui nous touchent au plus près. Par exemple, moi en ce moment, je réfléchis beaucoup à ce qui nous arrive quand on ne se touche plus, qu'on ne s'embrasse plus. Comment réagissent nos corps, notre humeur, avec une attention toute particulière pour les personnes âgées qui, comme les jeunes enfants, ont besoin d'être touchées, enveloppées, ou encore toutes les personnes vivant seules. Elles sont particulièrement exposées en ce moment. Donc, on va devoir apprendre à vivre ensemble différemment et peut-être que ce sera pour le bien. Je nous le souhaite en tout cas. En tout cas, voilà, c'était vraiment passionnant de vous entendre. On espère que vous avez apporté du baume au cœur à tous les nouveaux immigrants, ceux qui sont arrivés voilà, en plein confinement. C'est un peu compliqué parce que non seulement c'est nouveau, mais en plus il y a le sentiment d'enfermement. Donc vous nous avez donné des pistes pour essayer de vivre ça au mieux. Voilà, donc on a compris, on va rester en mouvement. De s'installer ici avec le plus grand bonheur et de voir leurs enfants s'épanouir comme des poissons dans l'eau ici et que toutes les bonnes portes, seulement les bonnes portes s'ouvrent devant eux. Voilà, on va dire amen. Et puis, merci beaucoup, Milka Adré. Je rappelle que vous êtes psychologue spécialiste de l'immigration. Vous êtes également anthropologue. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Si on a envie de parler, peut-être de prolonger la discussion, vous travaillez au sein de Cave La Noire. Donc, on peut aussi, parce qu'il y a aussi une branche francophone, on peut rentrer en contact avec vous par ce biais-là. Oui. En tout cas, et Cave La Noire va aussi essayer de faire des groupes Zoom pour les Olim, les nouveaux arrivants, mais aussi ceux qui sont là depuis longtemps, avec des groupes de soutien. Donc, vous pouvez vous joindre. En général, ça passe par les Matnassim. On va monter comme ça des groupes de parole. Voilà, c'est une excellente initiative. On en a parlé sur l'antenne. En tout cas, merci beaucoup, Milka Adré, et à très bientôt. Merci, Cathy. À bientôt. Au revoir.